téléspectateurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour un autre programme, notre émission de Parlons Argent. Parlons Argent, aujourd'hui, nous recevons Nedro, qui est entrepreneur et à la tête de 2 entreprises. Il va se présenter tout à l'heure et il va répondre aux questions de Parlons Argent. Concentrez-vous et accordez-nous quelques minutes pour écouter la sagesse qu'il va partager avec nous. Bonsoir Nedro. Bonsoir Olivier. Bienvenue à Daken Business Coaching. Merci, c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur votre plateau. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci. Alors, j'aimerais qu'en 1 minute, tu te présentes un peu à nos téléspectateurs qui aimeraient savoir qui est Nedro. Je suis évidemment Serge Nedro, président directeur général du groupe Alliance Holding Corporation, composé de 2 entreprises qui œuvrent dans 2 secteurs d'activité, à savoir l'énergie et l'éducation. Et évidemment, je suis économiste de formation et spécialiste en intelligence économique. Et donc, je suis là ce jour sur le plateau télé avec mon très grand ami Olivier. Et donc, nous allons partager ensemble ce que nous savons sur l'argent. Merci encore. Merci. Alors là, on a affaire à un expert, c'est un économiste. Donc. Mais alors, nous allons commencer avec la première question. Alors, Nedro, quand je dis argent, quel mot te vient à l'esprit? Moyen d'échange. Ce qui me vient à l'esprit, l'argent, c'est un moyen d'échange de biens et de services, voilà, entre les personnes, personnes physiques, personnes morales. Donc, c'est vraiment le mot moyen d'échange. C'est quelque chose qui nous permet d'échanger les biens, les services en même temps. D'accord. Alors, en termes de moyen d'échange ou un peu plus largement d'argent, est-ce qu'il y a une émotion particulière que ça évoque chez toi? Évidemment, quand on dit l'argent tout de suite, on pense à la liberté financière, on pense à la liberté économique, on pense à la façon on pense à la richesse, évidemment. On se dit, oui, il faut que je me batte pour avoir beaucoup d'argent pour que je sois libre financièrement. Et comme aujourd'hui, le monde économique nous amène à confondre par moments la liberté personnelle, la liberté économique, ça dit qu'on confond tout. Donc, l'argent, ça crée forcément des émotions, ça dit des émotions de liberté, de paix intérieure, de paix sociale, alors que il y a beaucoup d'autres choses au-delà de l'argent. L'argent ne peut pas créer le bonheur et certaines choses, on en parlera bien entendu. D'accord. Vous voyez l'approche de l'économiste. L'argent, c'est d'abord un moyen d'échange, simplement. Donc, lui, il se détache un peu de ces émotions qui sont un peu trop souvent attachées à l'argent. Alors, j'aimerais maintenant aborder une autre question. Là où nous arrivons, on a un héritage derrière nous. Je vais parler de l'histoire avec l'argent. Tes parents, quelle était leur attitude par rapport à l'argent? Comment est-ce qu'ils vous parlaient d'argent? Est-ce qu'ils vous en parlaient ou pas? Quelle était l'attitude de tes parents par rapport à l'argent? Évidemment, mes parents m'ont parlé beaucoup d'argent, je le dis. Mon père, père son âme, qui n'est plus de ce monde, et j'ai envie de dire, qui était un grand entrepreneur. Et c'est à partir de là que j'ai découvert. Mon père était entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Il a construit des maisons et tout ça. Et donc, mon père, il disait tout le temps, il faut travailler pour avoir l'argent. Donc, il dit, non, mon argent que je gagne là, c'est pas pour vous, quand on vient à les dépenses. Il dit, non. Je suis fait pour l'avoir, je suis pas là pour dépenser n'importe comment. Donc, il nous a appris plus ou moins la culture d'utilisation de l'argent. Il nous a dit, l'argent, ça s'utilise pas comme ça, parce que ça se gagne pas facilement, ça se utilise pas comme ça. Il faut l'utiliser intelligemment. Et ça, je l'ai appris de lui et j'ai gardé ce conseil jusqu'à aujourd'hui. Mais en même temps, il nous a dit, ne soyez pas serviteurs d'argent, mais soyez plutôt des hommes, des femmes qui peuvent gagner l'argent et qui peuvent donner de la direction à leur argent qu'ils ont gagné et qui peuvent dire, mon argent va ici, ça vient ici, ça va là. Et c'est ce qui est important. Et donc, ce sont ces 2 conseils-là, l'usage intelligent de l'argent et également la direction qu'on donne à l'argent qu'on gagne. Merci. Je pense que là, Nedro, tu étais vraiment un privilégié. Parce qu'il y a très peu de familles, il y a très peu d'entre nous qui avons eu l'occasion de recevoir ce type d'enseignement de nos parents. C'est ça. La plupart du temps, il y avait plutôt des émotions qui étaient transmises. Exact. Mais là, dans ton cas, tu as eu une direction très claire. Très claire. Comment il faut ne pas connaître des dérives en matière d'argent, mais il faut savoir aussi que l'argent, on doit être capable de le mériter. C'est ce qu'on retient. Exactement. Alors, par rapport à toi qui as eu cette éducation et à la différence de la plupart des personnes qu'on observe aujourd'hui, il y a une grande dérive. Quel est ton coup de gueule aujourd'hui?
Quel est ton coup de gueule par rapport à l'argent dans la société africaine actuelle? J'ai envie de dire, quels sont tes coups de gueule? Parce que j'en ai tellement. Parce qu'aujourd'hui, on a une jeunesse, Olivier, on a une jeunesse qui n'arrive pas à se détacher de l'argent, qui pense que tout est argent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui définit liberté personnelle ou bonheur à l'argent, au fait de gagner de l'argent. Alors que ça n'a rien à voir, ce sont deux choses différentes et deux manières différentes, deux méthodes différentes. Donc aujourd'hui, par exemple, moi, mon coup de gueule, c'est de voir des jeunes gens qui montrent l'argent sur Facebook, qui prennent l'argent, qui font comme si l'argent, ils ont eu l'argent, qu'ils ont même aujourd'hui 1 million, ils vont montrer les 1 million. D'autres également d'autres jeunes filles ou jeunes hommes qui vont se prostituer pour avoir l'argent, alors que l'argent, ce n'est pas, je dis encore une fois de plus, ce n'est que un moyen d'échange. Donc, et l'actif est en eux, l'argent est en eux, l'argent est avec eux, mais ils ne le savent pas. Donc, ils ne savent pas simplement comment le gagner, comment le produire. C'est ça le problème, en fait, en réalité. Et donc, c'est ce que je déplore. Deuxième chose que je déplore est que dans notre système éducatif, on n'apprend pas dans notre système éducatif comment utiliser l'argent. On a aucune leçon sur l'argent. On nous apprend les grandes leçons, mais on ne sait pas. Parce qu'au finish, même après le doctorat, après avoir été ministre, président, au finish, qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qu'on fait tourne autour de l'argent. Exact. Donc, il faut que dans notre système éducatif, on ait des cours, des enseignements fondamentaux ou des enseignements de spécialité sur l'argent, sur l'utilisation de l'argent. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Si on le fait, on va bâtir des hommes et des femmes, j'ai envie de dire, dignes de foi, intègres et qui ne sont plus sujets à être tentés par la corruption ou par un certain nombre de choses. D'accord, merci beaucoup. Donc, les jeunes, on comprend qu'il y a la dérive. L'argent n'est pas tout. L'argent, tel que dit Nedro, l'argent n'est pas tout, on ne doit pas le gagner à tout prix et surtout ne pas le brandir à tout prix parce qu'on lui réduit toute la valeur qu'il a, cet argent-là. Mais deuxième chose également, il a dit quelque chose d'important, Nedro, l'argent est en vous. Oui. On a chacun en nous un trésor. Il faut aller le chercher et l'utiliser de façon sage, telle qu'il a dit. Mais il y a une question qu'il a abordée qui m'interpelle également, c'est qu'on en parle dans le système éducatif. On forme des comptables, on forme des économistes. On apprend à compter, on apprend à noter, à chiffrer, mais on n'apprend pas à utiliser l'argent, à respecter l'argent pour pouvoir le mettre à notre service. On revient plutôt dans la situation des personnes qui se mettent comme des serviteurs de l'argent. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et j'espère que ce coup de gueule puisse atteindre les personnes qui sont touchées et surtout atteindre les autres personnes qui touchent ces jeunes-là et qui peuvent les influencer en matière d'éducation. Et également les éducateurs, qu'on puisse penser à insérer dans nos cursus scolaires depuis les basses classes la question de l'argent. Le gagner et l'utiliser de la meilleure des façons. Alors, quand on entend parler, on sent que c'est quelqu'un qui est vraiment aguerri. Mais j'aimerais aborder une question maintenant de concept purement conceptuel. Là, on voit qu'il y a un peu un mélange dans la tête de beaucoup de personnes en matière de liberté financière et sérénité financière. Ces deux concepts, pour toi, ça représente quoi la liberté financière en réalité et la sérénité financière? Bon, la liberté financière, elle vient lorsqu'un homme s'affranchit véritablement, j'en dis de toutes sortes de pressions liées aux dépenses, de pressions liées aux dépenses courantes, aux dépenses qu'on a, dépenses fixes qu'on a soit à la maison, soit dans nos entreprises, ainsi de suite. Quand on s'affranchit de cela, on a cette liberté financière. Et l'autre, comme Olivier te l'a dit tout à l'heure, tu as parlé après la liberté financière, tu as dit de sérénité financière. Pour moi, c'est lorsqu'on atteint une certaine aisance financière. C'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment, on n'est plus dans la zone où on cherche à s'affranchir. On a une quantité suffisante d'argent, de moyens financiers qui nous permet bien entendu d'échanger tous les biens, d'acheter tous les biens et services, et évidemment, mais des biens et services, j'aimerais insister, des biens et services qui sont des actifs, c'est-à-dire qui peuvent produire, parce que la croissance répond à l'investissement. Si vous prenez cet argent pour pouvoir, parce que vous êtes dans une sérénité financière et que vous prenez cet argent pour pouvoir acheter du passif, ou pouvoir acheter des choses qui ne produisent pas, qui ne croissent pas, qui ne se valorisent pas, vous allez voir qu'à terme, vous allez vous retrouver dans le cas de celui qui est en train de chercher la liberté financière, qui se démène, et ainsi de suite. Donc, il faut avoir cette sérénité financière lorsqu'on sort
lorsqu'on s'affranchit de cette pression financière-là, lorsqu'on on est au stade de la liberté financière, il va falloir maintenant investir la quantité d'argent qu'on a épargné dans des actifs qui produisent, qui répondent à un certain nombre de croissance et qui peuvent nous permettre d'atteindre facilement une aisance financière et la sérénité financière. D'accord. Alors, juste pour qu'on soit un peu plus clair avec les autres, est-ce que dans la tête, tu as pour ton cas personnel, tu te dis est-ce que tu as un chiffre dans la tête où tu te dis, quand je vais atteindre ce chiffre, je pense que j'aurai atteint la liberté financière? Est-ce qu'il y a un chiffre, quand tu auras atteint, tu penseras avoir atteint véritablement la sérénité où tu te lèves chaque matin et tu es calme en matière d'argent? C'est une très belle question, mais en réalité, vous savez, cette question elle nous passe par la tête tout le temps. Oui. Quand on commence à entreprendre, on a toujours, on se dit, lorsque j'aurai 100 millions, j'ai tout, lorsque j'aurai 1 milliard, j'ai tout, lorsque j'aurai 10 milliards, 20 milliards. Mais vous savez, quand vous commencez à entreprendre, Olivier, et que vous commencez à comprendre la vie économique, la vie financière, et vous commencez, j'ai envie de dire, à atteindre un certain niveau dans le domaine de l'entrepreneuriat ou dans le domaine, ou bien avoir de l'expérience dans la direction de l'entreprise, vous vous rendez compte que ce n'est plus une question de chiffres, en fait. Ça devient maintenant une question de réaliser, j'ai envie de dire, quelque chose qui puisse apporter du bien aux autres, de répondre à un besoin que les autres ont. Vous voyez un peu. Oui. Donc, du coup, l'argent, la quantité de l'argent n'est plus trop votre problème, mais c'est d'investir dans des actifs qui puissent répondre aux besoins, qui puissent être des solutions pour les autres. Et c'est ça, aujourd'hui, moi, qui me guide. À un moment donné, dans mes premiers moments d'entrepreneuriat, c'était vraiment, il faut que je cherche un chiffre. Oui. Mais j'ai eu, je le dis, j'ai eu des marchés qui ont coûté des milliards. J'ai eu des marchés qui ont coûté des centaines de millions. Mais qu'est-ce que j'en fais? Et donc, à un moment donné, j'ai dit, mais le milliard n'est plus quand même une limite. Voilà. Et ceux qui ont le milliard également, qui atteignent le milliard de dollars, ils se disent, mais le milliard de dollars, ce n'est pas une limite. Vous voyez qu'ils sont toujours en train d'investir. Donc, quelque part, ce n'est pas une question de chiffres. Mais je dis aux gens, c'est une question d'être ou de créer une solution qui répond aux besoins des êtres humains, aux besoins de votre environnement. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Merci, en tout cas. Donc, on voit ce que Nedro dit, c'est au départ, le jeune entrepreneur veut l'argent, l'argent, l'argent. Ensuite, quand il traverse le cap de beaucoup d'argent, pas de petit argent, beaucoup d'argent, on commence à rechercher plus l'impact. Ouais. Est-ce que ça a du sens, ce que je fais? Et là, on voit que on sent la maturité maintenant que tu as de parler de cela. Exact. Et c'est pour ça que j'allais demander, est-ce que c'est ça qui a orienté le fait d'aller vers l'éducation? Exactement, exactement. D'abord, ça m'a... vous savez, parce que quand on a la recherche de l'argent, Olivier, quand on a la recherche de l'argent, et je le dis pour vos téléspectateurs, on est partout. On veut entreprendre dans tous les domaines parce qu'on veut être opportuniste. C'est bon d'être opportuniste, voilà. C'est bon d'être opportuniste, mais on ne peut pas être opportuniste tout le temps si on veut bâtir à long terme. Oui. C'est ça la réalité du fait. Si vous voulez bâtir à court terme, vous pouvez être opportuniste. Il n'y a même pas de problème. Mais si vous voulez bâtir à long terme, créer un empire, créer quelque chose vraiment de grand et de très fort, de très solide, une chose pérenne, vous ne pouvez pas être opportuniste tout le temps. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas investir aujourd'hui ici, après vous allez investir là, après vous êtes obligé d'avoir une vision, une direction, avec, j'ai envie de dire, des objectifs à court terme, à moyen terme et à très long terme. Et donc, c'est ce qui, aujourd'hui, m'a donné cette capacité à aller de l'avant. Donc, quand j'étais au début de cette aventure, de ce voyage d'entrepreneur-là, je parcourais dans tous les domaines et j'ai vu que, attention, ça m'a fait perdre quand même quelque peu de l'argent. J'ai investi, non pas dans des actifs, mais dans du passif, parce que dans des choses qui ne m'ont pas rapporté grande chose. Et c'est à partir de là que j'ai pris conseil. J'ai dit, attention, si je continue comme ça, je risque de me perdre. Donc, il fallait maintenant me concentrer sur des éléments importants, sur des champs d'action, sur des disciplines importantes, sur des domaines importants. Et je me suis dit, il fallait que je puisse aller dans le domaine de l'éducation. Pourquoi? Parce que, c'était pour répondre à un nouveau modèle, en fait, qui n'existe pas dans le domaine de l'éducation, parce que je voyais que plusieurs personnes s'élèvent pour aller, ils abandonnent souvent leur travail pour aller faire des MBA, pour aller faire des masters en Europe et partout. Et il faut un nouveau modèle où on peut rester ici et faire tous ces éléments. Oui. Et de deux, je me suis dit également qu'il fallait que je puisse également utiliser l'expérience que j'ai eue, parce que j'ai été également consultant formateur à mes heures
perdu dans des universités dont je ne citerai pas le nom pour ne pas faire de publicité. Donc, j'ai capitalisé plus ou moins sur cela et je me suis dit, j'ai eu de l'expérience, j'ai été dans le domaine, c'est possible, je peux créer quelque chose et ça m'a amené à créer aujourd'hui, nous vivons un rêve, je vous assure, un rêve fou parce qu'on a des partenaires partout. On a des partenaires universitaires aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, au Canada. Et aujourd'hui, nos étudiants s'épanouissent sans aucun problème. Waouh! Une aventure dans l'éducation qui a commencé il y a juste quelques années en bâtissant sur toutes les erreurs passées que Nedro a pu. Et aujourd'hui, ce que Nedro partage, ce que je retiens, c'est on peut commencer par gagner de l'argent, mais on va aller beaucoup plus loin en essayant de donner du sens à ce qu'on fait. Exact. Et l'éducation vient répondre à ce deuxième aspect-là. En tout cas, merci. Alors maintenant, j'aimerais, pour toi, mais surtout pour ceux qui nous regardent, que tu nous dises en quoi ta vie serait différente si tu n'avais plus à te préoccuper des questions d'argent. Imagine que dans un avenir proche ou lointain, tu te lèves chaque matin et tu n'as plus à te préoccuper des questions d'argent. Wow. Qu'est-ce que tu ferais de ton temps Wow. et quelle personne deviendrais-tu davantage? Waouh. C'est un rêve fou et je pense que ce rêve deviendra réalité parce que j'y travaille avec acharnement. Mais j'ai envie de dire ceci. C'est cela que nous voulons tous atteindre et c'est ce que j'appelle le long terme. Voilà. Je me suis donné une vision dans le long terme. On va pas être tout le temps entrepreneur et le rester tout le temps. Oui. On est entrepreneur pour répondre à des besoins, mais en même temps, pour pouvoir définir quelque chose. Et j'ai dit, en fait, en réalité, si je n'avais plus de difficultés, je dirais pas de difficultés financières, mais si j'étais dans une certaine aisance, une sérénité financière, à tel point que le système, l'organisation mise sur pied marche tout seul sans moi, c'est d'être un philanthrope. Parce que j'ai vraiment cette envie de donner le meilleur de moi-même au monde. Oui. Puis, voilà, au monde. Et j'ai toujours voulu être vraiment cet appui, cette solution, même, j'ai envie de dire, cet appui aux autres, aux uns, et être ce philanthrope auprès des veuves, auprès des communautés assez démunies, et être vraiment une source de développement durable, en fait, en réalité. Vraiment, oui. Je veux faire de la philanthropie, mais dans le développement durable, en créant des richesses durables, telles que des écoles, dans des lieux reculés, tels que, j'ai envie de dire, des centres d'hôpitaux, les centres de santé, ainsi de suite. C'est ce que je veux faire avec mes partenaires, parce qu'ils auront cru, qu'ils auront vu ce que j'ai fait, parce que pour pouvoir faire cela aussi, il faut bâtir, il faut avoir une expérience, une histoire, un historique qui puisse parler en votre faveur. Et quand vos œuvres parlent en votre faveur, il n'y a rien de tel. Les partenaires viennent, ils sont prêts à vous financer. Oui. Et je pense que c'est ce que je veux faire. Et j'y crois. Et je le dis aujourd'hui en 2021. Rendez-vous dans 10 ans. Alors maintenant qu'on a abordé la question de savoir ce qui se passerait après, au-delà, quand on a atteint un certain niveau de succès financier, quand on a commencé à voir l'impact, on a vu qu'il faut, il a dit, Nedro, qu'il va davantage se mettre dans l'aspect philanthropie. Mais avant d'y arriver, j'aimerais que Nedro partage avec nous quels sont les obstacles qu'il a rencontrés sur le chemin de cette sérénité financière qu'il a rencontré et les obstacles qu'il doit continuer à surmonter encore pour effectivement arriver à ce niveau supérieur-là où il pourrait se consacrer à quelque chose de beaucoup plus grand encore. En tout cas, merci Olivier, parce qu'il y a tellement d'obstacles à ce niveau. Et les obstacles, moi je dis souvent aux jeunes entrepreneurs et même à mes collaborateurs, l'entreprise est un lieu où on règle les problèmes. Voilà. Si vous voulez entreprendre et qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise. Ouais. Voilà. Si vous entreprenez qu'il y a des problèmes, c'est que c'est une entreprise. Parce que c'est au fur et à mesure que vous réglez les problèmes que les solutions viennent et que vous pouvez acquérir l'expérience nécessaire pour pouvoir bâtir quelque chose. Donc, les obstacles, c'est d'abord au quotidien. Donc, je vais peut-être donner les principaux obstacles. Hein, oui. Et surtout, aller ramenant davantage aux aspects d'argent, aux aspects financiers. Qui vont te permettre, toi, d'arriver à ce côté-là, à ce niveau supérieur en matière d'argent qui te libérera, en fait, de l'obligation de te concentrer. Exactement. Le premier obstacle qui est lié à l'argent, à la personne qui entreprend et à la fois, j'ai envie de dire, à l'entreprise, c'est d'être discipliné du point de vue financier. L'indiscipline du point de vue financier. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que généralement, les entrepreneurs confondent leur propre argent avec l'argent de l'entreprise. Ça, c'est le premier obstacle. Et c'est la grande difficulté. Elle est apparente, mais c'est la grande difficulté parce que
Quand vous confondez votre argent, votre poche à la caisse de l'entreprise, vous êtes tout le temps en train de mettre votre main dans la caisse de l'entreprise. Est-ce que ça a été ton cas? Et ça a été mon cas dans les premiers instants de l'entrepreneuriat. Et je le dis avec beaucoup de trucs. Ça a été mon cas dans les premiers instants. Et donc, ça faisait que je n'arrivais pas à dissocier entre les deux. Et du coup, vous ne pouvez pas reproduire un vrai bilan. Donc, vous ne pouvez pas produire un vrai bilan parce que souvent, vous n'avez même pas de document de caisse. Vous n'avez pas de document de caisse. Les entrées, vous les confondez, vous les prenez vous-même, ainsi de suite. Donc, à un moment donné, vous n'avez pas de vrai bilan, vous n'avez pas de visibilité. Et quelqu'un qui n'a pas de bilan, il n'a pas de boussole pour avancer. Et donc, ça, c'est la première difficulté. Et je vous l'assure, tous les entrepreneurs rencontrent cela. Surtout les jeunes entrepreneurs qui entreprennent tout de suite, ils confondent le capital, ils confondent en même temps le bénéfice, ils confondent tout, et tout se prend là-dessus. Premier obstacle. Deuxième obstacle, mais qui, lui, est vraiment tout aussi important que l'autre, c'est quoi? C'est que le jeune entrepreneur, il veut accéder au crédit. Oui. Et donc, on est dans un environnement où il n'y a pas vraiment d'accès au crédit facile. Le marché des capitaux est très compliqué pour les jeunes entreprises. Le marché des capitaux est très compliqué. Il n'y a pas d'accès assez facile. Par exemple, un jeune entrepreneur qui veut entreprendre aujourd'hui, on lui dit oui, si vous voulez du crédit pour pouvoir investir, envoyez les trois bilans de votre entreprise, ainsi de suite. Mais il vient de démarrer. Donc, il n'y a pas de banque d'investissement en réalité. Il n'y a pas de banque d'affaires qui accompagne. Et même les fonds d'investissement qui devaient soutenir ces projets, il y en a très peu. Et tous les SGI qu'on a, les sociétés de gestion d'intermédiation qu'on a sur la BAVM sont là juste pour acheter les valeurs mobilières, les vendre, acheter les vendre. Donc, du coup, on se retrouve devant ce énième obstacle-là qui est l'accès au crédit, l'accès au financement. Et c'est un problème véritable que nous avons. D'accord. Donc là, on voit qu'il y a deux grands obstacles. Le premier relevait de Nedro lui-même, le côté discipline ou indiscipline sur le plan financier. Ouais. Mais cet obstacle, on sent qu'il a déjà surmonté. Exactement. Voilà, et certainement, tu as appris beaucoup et que tu partages avec les jeunes entrepreneurs. Le deuxième obstacle, c'est la difficulté d'accès au financement. Donc, ce que je peux comprendre, est-ce à dire que cette difficulté-là va ralentir un peu la vitesse avec laquelle tu atteindrais le niveau supérieur? Forcément. Okay. Forcément, ça sera un frein. Oui. Mais c'est là que j'admire l'entrepreneur africain ou l'entrepreneur ivoirien qui sort de la sous-région ou j'ai envie de dire même dans l'entrepreneur africain tout court. Parce qu'on a cette capacité, cette résilience-là à nous relever et à relever certains défis. Et c'est ça notre force. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, je dis, aujourd'hui, moi, je n'ai rien envié à Elon Musk, je n'ai rien envié à Mark Zuckerberg, mais j'ai quelque chose envie d'un côté, j'ai quelque chose envie à Monsieur Diagou, hein, à Tony Elumunu. J'ai quelque chose envie à ces personnes parce que ce sont des personnes qui sont parties dans un environnement qui n'est pas propice au financement, mais qui ont pu transcender cet environnement et créer de la richesse. Et comme je l'ai dit, l'argent vient lorsque vous avez des actifs importants. Donc, ils ont pu, avec le peu de quantité d'argent qu'ils avaient, ils ont pu mieux investir dans les endroits où il faut, dans les choses dans lesquelles ils devaient investir et dans des actifs qui pouvaient donner de la croissance à leur argent. Et c'est ce qu'il faut. Et c'est pour ça que je dis, il faut de la discipline. Si on ne mélange pas la caisse et sa poche, ça c'est la première notion de la discipline. Si également le peu d'argent qu'on a, c'est le peu de bénéfices qu'on a, on peut investir ça dans des actifs rentables et rentables à très court terme, j'ai envie de dire, tout de suite, on peut vivre avec. Parce que j'ai rencontré une difficulté énorme à un moment donné, et ça, je termine par là, où j'avais des activités cycliques, oui, mais qui étaient ces activités cycliques. Donc, du coup, il n'y avait pas une autre activité qui pouvait venir renforcer lorsque cette activité cyclique s'arrête. Donc, si vous êtes dans une activité cyclique, il faut renforcer avec une activité qui peut rouler au quotidien, qui oui, puisse supporter les charges courantes et les charges fixes de votre entreprise. Cela est extrêmement important. Mais on peut renforcer comment? En investissant le peu de quantité d'argent qu'on a mis de côté, qui est le bénéfice, mais on investit dans quelque chose qui est rentable et qui peut compléter la chose et créer un fonds de roulement au quotidien et qui peut supporter les différentes charges. Et c'est ce que j'ai appris et c'est ce conseil que je voudrais donner à tous les entrepreneurs aujourd'hui. En tout cas, merci. On voit que ça, c'est pas facile. C'est un combat du quotidien. Oui. Et toutes ces difficultés-là, il a dit en félicitant ceux d'entre vous qui sont des entrepreneurs africains et qui opèrent dans l'environnement africain, félicitations à vous parce que c'est difficile. On n'a pas toujours le soutien qu'il faut.
Mais alors, j'aimerais aborder une autre question. La question de ceux qui arrivent à traverser pour arriver à ce niveau de succès-là. Pour ton cas, quel a été le rôle de tes proches, de tes amis, de la famille, de tes mentors et tous des coachs, si tu en as eu, et particulièrement de ta conjointe dans la traversée de cette période difficile et surtout dans le niveau de succès que tu connais aujourd'hui dans tes activités? En réalité, j'aimerais dire à tous, c'est vraiment surtout nos proches, nos conjoints. C'est vraiment les premières personnes, nos conjoints, nos enfants, c'est les premières personnes qui en pâtissent, hein, qui ont ce poids sur nous, sur eux, pardon, par rapport à tout ce qu'on fait. Et je pense que moi, à mon niveau, Olivier, je te cache pas, c'était un soutien indéfectible que ma femme, mon épouse et mes enfants m'ont apporté, parce que il arrivait à des moments où je rentrais tardivement, 21h, 22h à la maison. Je sors à partir de 6h, 6h30, je suis à mon bureau, 21h, 22h, je descends. Mon épouse dit, mais on n'a plus de vie de famille. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois manger avec tes enfants, tu dois manger avec tout le monde. Et il fallait par moment créer vraiment, j'ai envie de dire, une synergie entre les deux obligations, parce que j'ai une obligation familiale, puisqu'il faut pas aussi que les enfants se déconnectent, il faut pas que la famille puisse se désintégrer. Donc il fallait créer cette synergie, trouver vraiment l'entrejeu entre les deux obligations, et c'est ce que j'ai fait. Donc à des moments, je réservais par exemple mes week-ends, surtout ce que j'appelle le week-end, les dimanches, plus à ma famille, même parce que même les samedis, je suis souvent en train de travailler parce que je me repose un peu, je m'amuse avec les enfants, mais après je vais à mon bureau les samedis, et je descends quoi à 21h. Donc les dimanches, je les consacre à madame et aux enfants, et par moment, je peux prendre 2 semaines, 3 semaines, partir avec eux. Donc il faut dire que il fallait que madame puisse accepter à un moment donné cela. Et c'est ça aujourd'hui. Et j'aimerais dire à ceux qui entreprennent, que ce soit des femmes et que ce soit des hommes, il faut que vos épouses, vos époux puissent vraiment vous comprendre, vos proches puissent vous comprendre. Et par moments même, on a des frères, on a des petits frères qui nous appellent, qui disent, mais toi, on t'appelle, mais tu décroches jamais, on réussit pas à te joindre. C'est pas facile, mais il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Et je pense que ces proches-là ont joué un rôle important. Et l'autre facette du rôle qu'a joué mon épouse, est qu'à des moments, lorsque je suis en train de déprimer, il me faut un soutien. Il me faut quelqu'un pour me rehausser, pour me donner des conseils, pour dire, il faut challenger ce défi, il faut aller devant, tu en es capable, pour me donner vraiment ce carburant qui me manquait. Et c'est mon épouse qui est là tout le temps, qui dit oui, tu peux, je pense que tu peux aller si les autres l'ont fait. Et je vous assure, vraiment, Olivier, j'ai une épouse formidable qui est banquière aussi, donc il connaît tout ce qui est l'argent, comment on gagne l'argent, comment on travaille l'argent. Et donc, je bénéficie de ses conseils tout le temps. Bravo. Merci. Merci, Madame Nedro. Si tu nous regardes, on te remercie parce que c'est toi qui lui permets de traverser ces grands challenges-là. Il a dit, il y a la famille, mais il y a surtout le conjoint. J'aimerais que tu soulignes particulièrement la contribution de ta conjointe, de ton épouse, surtout sur la partie gestion des finances. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté de plus ou de moins? Beaucoup, mais avec beaucoup de difficultés. Parce qu'elle a eu vraiment beaucoup de difficultés à me faire comprendre certaines choses. Olivier, je te fais une anecdote. C'est mon épouse qui m'a parlé pour la première fois d'investir dans l'éducation. Et je lui ai dit non, mais l'éducation, il n'y a rien dedans. C'est pas possible. Et vous voyez? Et je lui ai dit, mais non, vous savez, souvent, nous les hommes, on a cette force, cette manière de vouloir dire, c'est ce que je fais qui est bon. Voilà, je suis le plus fort, c'est ce que je fais qui est bon. Et donc, je me suis résolu à ne pas investir là-dedans. Et après, à force d'en parler chaque fois, j'ai dit, bon, je vais le faire pour voir ce qu'il en est. Elle m'a poussé, elle dit, je pense que tu peux le faire parce que tu l'as déjà fait une fois. Et quand je l'ai fait, j'ai vu que effectivement, c'est une activité qui est bien, non seulement qui te permet de voir les gens réussir, gagner quelque chose, d'apporter quelque chose à la vie des gens, mais qui permet également d'apporter de la croissance aux activités et de la croissance aux rêves qu'on a eu. Et donc, elle a été un moteur à ce niveau, surtout dans l'investissement que j'ai fait dans l'éducation. C'est elle qui m'a inspiré, qui m'a donné la possibilité d'y aller. Et également dans la gestion quotidienne de l'argent, c'est vraiment, comme j'ai dit, elle est banquière.
Donc, j'ai envie de dire, c'est la dame ministre de l'économie et des finances, quoi. Voilà. Tout le temps, elle est là. Non, il faut pas faire telle dépense, il faut pas faire telle chose. Et parfois même, quand je veux souvent me faire un tout petit peu plaisir de façon personnelle. Une fois, j'ai voulu acheter un véhicule, une voiture venue de l'extérieur. Elle a vu le montant qui était tellement colossal. Elle a dit non, on n'est pas à ce stade, on n'est pas arrivé. Elle a appelé, je me rappelle, elle a appelé ma famille, mes parents, mon père, alors père son âme, ma mère, tout le monde pour dire voilà ce qu'il veut faire. Au lieu d'investir dans l'immobilier, d'acheter des maisons dans les terres, ou bien de faire croître son entreprise, voilà ce qu'il est en train de faire. Et je puis dire que ça m'a aidé. Au départ, c'était pas facile parce que c'était un parcours du combattant. Écouter son épouse, vous savez, les hommes, on a tout le temps cette, voilà. Et je pense que je voudrais conseiller un entrepreneur. C'est important d'écouter sa femme. Les femmes ont des conseils. C'est important aussi pour les femmes entrepreneurs d'écouter également votre conjoint. Oui. C'est des personnes merveilleuses, capables de nous transcender, capables de nous emmener à relever des défis. Oui. Et je vous assure que je bénéficie de cela tout le temps et je voudrais vous demander de le faire autant. Alors, c'est excellent ce que Nedro vient de nous dire. On se rend compte que le business, c'est un sport d'équipe. On peut être un entrepreneur aussi doué, avec beaucoup de fougue, aller très vite, aller très loin. Mais de temps en temps, c'est bon que le conjoint puisse nous rappeler et nous ramener sur terre. Et c'est ce qu'il dit, c'est le rôle que son épouse a joué. Et deuxième chose en matière d'argent également, il y a parfois des conjoints qui va être le plus expansif et l'autre conjoint sera là pour stabiliser. Chers entrepreneurs, prenons le conseil de l'expérience de Nedro et essayons de travailler en équipe. On réussit mieux en équipe parce qu'il y a une personne qui va compléter les faiblesses de l'autre et l'équipe ira encore plus loin. Alors, maintenant que tu as nourri toute cette expérience, j'aimerais que tu partages avec nous, Nedro, tes 3 meilleurs conseils à ceux qui souhaitent vraiment dépasser les problèmes d'argent et atteindre la sérénité financière. Quels seraient tes 3 meilleurs secrets que tu pourrais leur confier? Le premier secret, je serai très direct, c'est, j'ai envie de dire, de concevoir que l'argent, on le gagne lorsque il y a en face de soi un moyen d'échange. Parce que l'argent est un moyen d'échange. C'est-à-dire que j'ai quelque chose, donc je peux gagner l'argent. Quelque chose que je peux monnayer pour gagner l'argent. Voilà. Et cette chose que je peux monnayer, c'est quoi? Une activité, une solution ou quelque chose de ce genre. Ce secret, j'ai envie de le dire autrement. Parce que si je le dis comme ça, terre à terre, on ne pourra pas vraiment le comprendre. D'accord. Autrement, je veux dire que il faut pas que l'argent nous influence. Parce que une personne influencée par l'argent, c'est une personne qui n'a pas appris que l'argent est un moyen d'échange et qu'il faut que j'ai un moyen que quelqu'un puisse acheter avec son argent. Oui. Voilà. Donc, du coup, il pense qu'on court derrière l'argent pour l'avoir. Et en courant derrière l'argent pour l'avoir, vous devenez serviteur de l'argent. En quelque sorte, il faut avoir une valeur à donner. Une valeur à donner pour recevoir l'argent. Okay. Ça, c'est la première définition simple et la première solution simple. Une fois que vous l'avez mis dans votre esprit, vous êtes toujours prêt à trouver quelque chose pour pouvoir donner et que vous recevez l'argent. Ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret que j'aimerais donner, l'argent, quand on l'a, c'est nous, on dirige l'argent. Parce que ça, c'est un problème de comportement. Oui. Voilà. C'est vous qui êtes chef de votre argent. Votre argent n'est pas votre chef. Donc, c'est vous qui devez donner de la direction à votre argent. C'est très important à ce niveau. Oui. Parce que beaucoup d'entrepreneurs ne comprennent pas. À tel enseigne que quand ils ont un bon marché et qu'ils ont eu, par exemple, 100 millions, ils ont eu 200 millions, 1 milliard du marché, en même temps, ils commencent à s'affouler, ils tremblent. Il y a des gens, même souvent, devant 1 million, ils tremblent. Devant 2 millions, surtout les jeunes entrepreneurs, ils tremblent, ou bien 10 millions, ils tremblent. Non, ne tremblez pas. Prenez votre calme et dites-vous, je suis le patron de cet argent. C'est moi qui l'ai gagné, je suis son patron. Donc, je l'envoie où je veux. Donc, deuxième secret, donnez de la direction à votre argent. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez que votre argent aille payer vos employés, donc vous envoyez pour payer vos employés, vos salariés. Si vous voulez que votre argent aille chez votre fournisseur parce qu'il vous a donné un bien, c'est vous qui décidez. Si vous voulez épargner, c'est vous qui décidez. Donc, vous êtes le patron de votre argent. Vous êtes le patron de votre compte bancaire. C'est vous qui en décidez. C'est vous qui faites ce que vous voulez. Donc, ne tremblez pas devant de l'argent. Non, vous n'êtes pas cette génération, de ces personnes qui tremblent devant l'argent. Troisième et dernier conseil, oui, bien sûr, c'est
j'en dis, l'argent, on l'a tout le temps. Et ça, j'aimerais vraiment donner ce secret-là. Vous savez, je vais essayer d'extérioriser cela. Lorsque vous avez de la pression financière, ne vous dites pas, ne vous dites pas, je suis pauvre, je suis ceci, je n'en peux plus. Non. Vous n'avez pas l'argent pour l'instant. Pour l'instant. Mais vous n'êtes pas pauvre. Parce que, comme je l'ai dit lors de cette émission, j'ai dit que l'argent, vous l'avez en vous. Oui. C'est ce que vous prenez, que vous créez. C'est ce que vous créez, c'est ce que vous avez comme idée pour répondre aux besoins de quelqu'un que vous monnayez à votre environnement ou que vous monnayez à vos clients. Vous voyez? Donc, l'argent est en vous. Donc, vous ne pouvez pas, j'ai envie de dire, avoir de la pression. Il dit, à partir de cette pression, il y a des gens qui disent, moi, je n'en peux plus, je suis pauvre, c'est terminé, c'est fini pour moi. Non, vous n'êtes pas pauvre, mais vous n'avez pas d'argent pour l'instant. C'est pour l'instant que vous n'avez pas d'argent. Et quand vous dites cela, vous donnez encore de la capacité, de la résilience pour pouvoir vous dépasser et aller avoir de l'argent. Parce que vous vous dites, c'est maintenant j'ai pas l'argent, oui. Demain je l'aurai, demain mon compte bancaire sera rempli, demain j'aurai des activités. Mais je le dis encore, on ne le dit pas pour rêver, on le dit parce qu'on a des actifs à vendre, parce qu'on a quelque chose à monnayer pour avoir cet argent. Parce qu'il y a certaines personnes qui s'asseyent, qui le disent, qui le racontent, mais sans passer à l'action. Un rêve sans rien du tout. Donc, si vous rêvez que vous le dites, soyez dans l'action. C'est celui qui est dans l'action qui gagne l'argent. C'est celui qui est dans l'action, évidemment, en monnayant, en créant quelque chose de la richesse qui gagne l'argent. Donc, voici Olivier, mes 3 conseils. J'espère que ces conseils 3 conseils en or. Le premier, pensez d'abord à donner quelque chose en échange de l'argent que vous allez recevoir. C'est le premier secret que Nedro partage avec nous ce soir. Et ça, c'est très important parce qu'on a souvent tendance à vouloir prendre sans avoir donné. Le deuxième secret, il a dit tout à l'heure, c'est toi qui me regardes, qui est le patron de ton argent. C'est toi qui dois dire à ton argent, va dans cette direction, va dans cette autre direction. Ça, il a dit comme deuxième conseil. Et ça, c'est très important. Et le troisième, il a dit, ne confondons pas une situation provisoire avec une situation définitive. Je peux être fauché maintenant, ça ne veut pas dire que je suis pauvre. Temporairement, je n'ai pas d'argent, mais j'ai toute la richesse en moi. Nedro a dit, vous avez toute la richesse en vous. Donc, celui qui a toute la richesse en lui ne peut pas considérer qu'il est définitivement pauvre. Il est juste temporairement en manque d'argent et il y travaille. Et ça, ce qu'il a dit, bien ce que tu as dit d'intéressant, c'est ne pas penser à ça pour être paralysé dans l'action. Pensez à cela comme un motivateur pour aller travailler, donner la valeur qu'on a déjà en nous et recevoir l'argent en face. Je pense que là, au cours de cet entretien, on a vraiment partagé la sagesse de Nedro. Et maintenant qu'on arrive à la fin de cette émission, je vais lui demander, pour terminer, Nedro, quel est ton mot de fin? Qu'est-ce que tu peux dire à nos téléspectateurs pour sortir de cette émission en matière d'argent? Quel est le mot que tu lanceras, l'appel que tu lances à nos téléspectateurs? J'ai envie de dire un simple mot, un petit mot à nos téléspectateurs en ce jour, en leur disant, en racontant une petite expérience d'un jeune homme qui est venu me voir et qui a un talent fou en informatique. Ingénieux, qui peut vous créer des solutions pas possibles. Mais son seul problème est qu'il ne sait pas comment agir ou interagir avec l'argent. C'est-à-dire, quand il vient, que vous lui donnez un contrat tout de suite, il va en même temps, l'argent finit en 1 jour, en 2 jours. Et il revient encore ainsi de suite, et à chaque fois. Et je lui ai donné ce même conseil. Je lui ai dit non, le seul problème que tu dois traiter, achète-toi des bouquins. Écoute, j'ai envie de dire des coachs qui parlent d'argent, qui ont cette solution, comme par exemple Olivier. Cherche-toi des mentors qui n'ont pas de problème, n'ont pas un problème avec l'argent, qui ont dépassé ces choses-là. Ouais. Et pour que, bien entendu, tu puisses y arriver. Parce que, écoutez, chers téléspectateurs, on ne peut pas réussir dans un domaine sans qu'on ait évidemment des coachs avec nous, sans qu'on ait évidemment des mentors, sans qu'on ait évidemment des hommes comme Olivier. Et je voudrais vraiment vous inviter à venir nombreux sur cette chaîne et même à aller au-delà en contactant, bien entendu, Olivier, qui fait un travail énorme aujourd'hui et qui emmène tout un chacun, bien entendu, à comprendre que l'argent, on n'est pas serviteur d'argent, mais l'argent nous sert. Et donc, sur ce, je voudrais vraiment vous dire
Merci. Merci pour cette invitation. Merci à Olivier, merci à toute ton équipe. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. En tout cas, merci à vous. Et ça a été vraiment un plaisir de partager ces moments avec vous. Merci. On sort en disant, lisons des livres en matière d'éducation financière qui parlent d'argent. Suivons des mentors, suivons des coachs. Allons un peu plus loin. Parlons-en. Parlons-en avec nos amis, parlons-en avec nos enfants, parlons-en entre amis, en famille. Il est question que l'argent ne soit plus un sujet tabou. Parce que l'argent peut aussi être au centre de nos vies pour les améliorer ou les dégrader. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir pris du temps de nous regarder. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine émission de Parlons Argent. Merci.